Donc, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente d'être avec vous ce samedi matin pour parler de psoriasis et sport. Je voudrais également remercier l'orateur précédent, le docteur Morlet, pour ces excellentes clarifications, parce que pour moi, c'est vrai que l'hypnose est un monde avec plein de points d'interrogation. Et on a été un peu hypnotisé par toutes ces explications. Donc, je vous remercie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut utiliser auxquels il faut penser dans les pathologies inflammatoires, notamment comme le psoriasis dont on va parler juste à l'instant. Alors, donc moi, je vais essayer de brosser avec vous au travers les 20 minutes que nous avons la place du psoriasis et la pratique d'une activité sportive. Tout d'abord, une brève introduction sur ce que c'est le psoriasis et la fréquence de cette pathologie. C'est une pathologie dermatologique qui n'est pas si rare que ça, qui touche environ 3% de la population. C'est une pathologie pour laquelle il n'y a pas de prédominance au niveau du sexe, donc autant d'hommes que de femmes sont atteints. Deux types de psoriasis. Le premier type qui est celui qui apparaît très tôt, donc souvent on retrouve une histoire familiale dans ce psoriasis de type 1. Et puis vous avez le psoriasis de type 2 qui apparaît beaucoup plus tardivement. L'histoire familiale n'est pas toujours retrouvée, mais ce sont souvent des psoriasis qui se déclarent suite à un choc émotionnel ou un état de stress important. Alors, le psoriasis, c'est une maladie qui est très complexe. Actuellement, on n'a pas encore résolu toutes les pièces du puzzle et on n'a pas encore identifié avec précision les facteurs initiateurs du psoriasis. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a une prédisposition génétique qui est là. Une histoire familiale est retrouvée dans un tiers des cas. Le psoriasis est assez souvent intriqué et associé à d'autres maladies inflammatoires, comme par exemple des inflammations au niveau des articulations ou encore des maladies inflammatoires au niveau des intestins, comme la maladie de Crohn ou les maladies de type rectocolite ulcéro-hémorragique du tube digestif. Mais on sait clairement dans cette pathologie que les facteurs environnementaux font partie des facteurs aggravants ou déclenchants, comme par exemple le stress, un choc émotionnel, une infection, une maladie chronique, la déclaration d'un cancer, etc. Tout ça sont des conditions qui peuvent activer, si vous voulez, le processus du psoriasis. Alors, à quoi ressemble le psoriasis? Je vais vous montrer des photos, ce sera peut-être plus parlant. Donc, il y a différentes formes de psoriasis qui existent. La forme la plus classique, c'est le psoriasis en plaques, qui se caractérise, comme vous le voyez ici sur les photos, par des plaques rouges, sèches, qui peuvent se disposer à différents endroits du corps. Alors, il y a certains patients qui ont une localisation uniquement au niveau du cuir chevelu ou bien au niveau palmoplantaire. D'autres patients, au contraire, vont avoir des lésions beaucoup plus étendues. Comme vous voyez ici la photo au niveau du tronc, vous avez ce jeune patient qui a plein de lésions disséminées sur le tronc. Quand c'est localisé au niveau palmoplantaire, comme vous voyez ici, ça peut engendrer pas mal de difficultés dans la vie quotidienne. Ça peut vraiment altérer de façon importante la qualité de vie des patients. Alors, quand vous regardez ces photos, est-ce que vous pensez que ces lésions peuvent être compatibles avec une activité sportive? C'est une question que plusieurs patients se posent, que plusieurs thérapeutes se posent, et on va essayer un petit peu de parcourir ensemble les petits éléments qui peuvent nous orienter quand un patient est désireux psoriasique et désireux de commencer une activité sportive. Alors, la grosse question, c'est quelle activité sportive est autorisée quand on a du psoriasis? Est-ce qu'il faut plutôt favoriser des activités aquatiques, comme par exemple la natation, ou au contraire des sports un peu plus cardio, qui sollicitent une activité cardiaque importante, ou alors des activités un peu plus zen, comme par exemple le yoga, qui est un peu plus doux, qui se pratique de façon un peu plus douce, ou alors des sports un peu, peut-être dont on parle moins, mais qui pourraient être intéressants, comme par exemple le curling. Alors, c'est vrai que comme on l'a dit en début d'introduction, c'est que 50% quand même des patients qui souffrent de psoriasis refusent de participer
à une activité sportive à cause de leur maladie dermatologique. Alors, quelles sont les raisons de ce refus? Alors, elles sont diverses et variées. Les principales, c'est simplement, la principale, c'est le caractère très affichant des lésions dermatologiques. C'est vrai que quand vous avez un patient ou une personne qui présente des lésions au niveau du dos des mains, au niveau du visage, au niveau du cuir chevelu, c'est vrai que c'est très visible, ça engendre une gêne chez le patient et ça peut générer malheureusement de la moquerie de la part d'autres personnes. Deuxièmement, on le verra aussi au cours de cet exposé, le psoriasis peut être associé à des atteintes articulaires et donc ça peut également être un frein à la pratique d'une activité sportive. Autre élément qui ressort aussi de ces sondages, c'est que quand on fait une activité sportive, ça dépend un peu du niveau, mais souvent c'est associé à une transpiration importante. La transpiration peut causer des irritations au niveau des plaques de psoriasis et aggraver le psoriasis du patient, ce qui entraîne encore une fois un certain inconfort et stimule moins les patients à s'adonner à une activité sportive. Alors, est-ce qu'il est recommandé finalement de conseiller une activité sportive à un patient qui souffre de psoriasis au vu de ce que l'on vient de dire? C'est vrai qu'il y a pas mal d'études, pas mal de sondages également qui ont été menés et qui ont quand même clairement démontré qu'une activité physique peut avoir un effet bénéfique sur le psoriasis à différents niveaux. Dans un premier niveau, c'est que les patients qui s'adonnent à une activité sportive ont beaucoup moins souvent des poussées de psoriasis. Le sport est également bénéfique sur le système immunitaire et donc indirectement peut avoir un effet sur ce psoriasis qui est une maladie inflammatoire liée à une activation anormale du système immunitaire. Donc les patients qui font une activité sportive ont des plaques un peu moins sévères. Le sport au-delà de l'aspect, au-delà de l'effet bénéfique sur la maladie, peut avoir un effet psychologique, engendre un état de bien-être psychologique qui n'est pas négligeable dans ces pathologies où souvent on retrouve des états de dépression, d'anxiété associés. Ce qui a aussi été clairement démontré de façon intéressante, c'est que la pratique d'une activité sportive quand on souffre d'une maladie chronique comme le psoriasis peut améliorer l'efficacité des traitements qu'on pourrait proposer à nos patients. Mais ce qui est aussi très intéressant, et chose que l'on ne sait pas encore très bien, ou qui est souvent mal connue du monde médical, c'est que le psoriasis n'est pas juste une simple maladie dermatologique, il peut être associé à d'autres atteintes, et l'activité sportive peut avoir un effet bénéfique sur ces maladies que l'on retrouve associées au psoriasis. Alors, quelles sont ces maladies qui sont le plus souvent associées? La première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Alors, le syndrome métabolique, c'est une entité qu'on définit en médecine par la présence de 3 critères que vous retrouvez parmi les 5 critères qui sont représentés sur ce schéma. Le premier critère, c'est la présence d'une obésité. Le deuxième, c'est un état de résistance à l'insuline ou un état de prédiabète, si vous préférez, la présence d'une tension artérielle un peu haute, et puis la présence à la prise de sang de taux élevés de triglycérides, donc ça fait partie de la famille de ce mauvais cholestérol, et des taux très bas de bon cholestérol. Alors, quand on a 3 de ces critères, on peut parler de syndrome métabolique, et c'est vrai que les patients de psoriasis par rapport à une population contrôle qui ne souffre pas de psoriasis, sont beaucoup plus sujets à développer le syndrome métabolique. Et donc, il est présent chez les patients psoriasiques, chez au moins 30% des patients psoriasiques par rapport à des patients contrôle qui ne souffrent pas de la maladie. Alors, autre élément interpellant par rapport à ce syndrome métabolique, alors ici, vous avez un graphique qu'on va interpréter ensemble. Sur l'axe horizontal, ici, vous avez différentes catégories d'âge. Et ici, vous avez le pourcentage de syndrome métabolique. Vous avez 2 classes de patients, les patients contrôle, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas de psoriasis en gris, et en bleu, des patients qui souffrent de psoriasis. Dans chaque groupe, vous avez plus ou moins 330, 34, 338 patients. Vous avez donc des cohortes qui sont comparables en termes de nombre. Et ce que l'on voit, c'est que peu importe la catégorie d'âge, c'est toujours les patients en bleu, c'est-à-dire les patients psoriasiques qui présentent un pourcentage de syndrome métabolique plus important. Et donc, au plus on avance dans l'âge, au plus on voit que ce syndrome métabolique son pourcentage est élevé. Donc, vous voyez ici, quand on a plus de 71 ans, on a un peu plus de 30%
concernant le syndrome métabolique, ce qui est quand même assez énorme. Et ce qui est frappant, c'est que c'est clairement les patients psoriasiques qui sont un peu plus sujets à ce syndrome métabolique. Alors, autre complication auxquelles on ne pense pas ou que beaucoup ignorent, c'est que le psoriasis est associé à un risque plus important d'infarctus du myocarde. Et indépendamment des traitements que les patients auraient pu recevoir. Et ce qui est interpellant, je vais vous montrer ça dans le graphique qui suit, c'est que c'est surtout les patients jeunes qui ont des psoriasis sévères, qui sont un peu plus sujets qui sont plus à risque d'infarctus du myocarde. Alors ça, c'est un graphique que je présente souvent et qui m'interpelle à chaque fois. On va l'interpréter ensemble encore une fois. Donc, vous avez deux cohortes de patients. Ici, vous avez une première cohorte de patients représentée par des petites boules blanches qui sont des patients qui souffrent de psoriasis léger, modéré. Et puis, vous avez en noir ici les patients qui ont un psoriasis beaucoup plus sévère. Quand on regarde selon l'âge des patients, par exemple, si on prend ici le groupe d'âge de 20 ans et qu'on compare les patients qui ont des psoriasis légers, modérés à légers versus des patients qui ont des psoriasis plus sévères, on voit que les patients qui ont des psoriasis plus sévères dans les groupes d'âge assez jeunes ont un risque beaucoup plus important d'infarctus du myocarde. Et ici, vous voyez que le risque il est quasiment de 4 fois plus important quand le psoriasis est sévère. Donc, il est important à garder en tête que les patients qui souffrent de psoriasis ont ce risque d'infarctus important et qu'il faut y remédier, sinon, bon, voilà, ça peut mener à des issues fatales dans certains cas. Alors, quelles sont les recommandations à l'heure actuelle? C'est vrai que c'est un élément qui n'était pas étudié il y a quelques années parce que le psoriasis restait considéré comme une simple maladie de la peau avec quelques plaques, quelques croûtes en surface. Mais maintenant, c'est un élément qui est assez bien établi. On classe le psoriasis comme une maladie dite systémique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la peau qui est atteinte, il y a différents organes qui se retrouvent atteints également, et donc notamment des atteintes cardiaques et assez corrélé à la sévérité du psoriasis et au jeune âge des patients. Donc, les recommandations actuelles, ce serait de faire un suivi cardiaque chez les patients déjà très tôt, donc dès l'âge de 18 ans, et de le recontrôler tous les 5 ans. Et il faut que les patients psoriasis aient une tension artérielle qui soit bien contrôlée, donc en dessous de 14,9, qui ne dépasse pas les 14,9, que ces patients aient un taux de sucre aussi dans les limites de la norme, qu'ils aient un poids, donc le BMI, c'est l'indice de masse corporelle qui se calcule en fonction du poids et de la taille du patient, donc un BMI qui reste à 27 et pas avoir des patients qui sont en surpoids ou en obésité, et que le patient ait un taux de cholestérol stabilisé. Donc c'est vrai qu'en tant que dermato, c'est un réflexe que tous les dermatologues n'ont pas, mais au-delà de traiter la peau, il faut quand même contrôler ces facteurs-là qui peuvent mener à des complications ultérieures. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi les patients psoriasiques sont plus sujets à faire des complications cardiaques, à avoir plus souvent du syndrome métabolique? Alors, on n'a pas encore la réponse actuelle. C'est vrai qu'on pourrait, plusieurs hypothèses sont discutées. La première hypothèse est de dire que le psoriasis est une maladie inflammatoire, que cette inflammation qui est au niveau de la peau circule également au niveau du corps et peut entraîner une inflammation au niveau des vaisseaux, par exemple des artères coronaires, etc., et donc favoriser le risque d'infarctus du myocarde. L'autre hypothèse serait de dire que les patients qui ont du psoriasis, notamment quand c'est des lésions très sévères, très étendues au niveau de zones affichantes, ils se laissent parfois aller dans une certaine dépression, par un certain isolement social, et donc pratiquent moins d'activités sportives, ont une vie un peu plus sédentaire, et donc tout ça favoriserait le développement de complications cardiaques, le développement de diabète, etc. Alors, autre comorbidité ou autre maladie souvent associée à l'atteinte cutanée, c'est l'arthrite psoriasique. Ça, c'est quand c'est de l'inflammation que vous avez au niveau de la peau, se met également au niveau des articulations. Et donc, ça vous donne des patients qui ont des articulations, comme vous le voyez sur cette photo, qui peuvent être très rouges, très douloureuses. Ici, chez le patient, a en plus une atteinte au niveau des ongles. Et donc, cette atteinte articulaire peut vraiment altérer la vie quotidienne des patients pour de simples petites activités. Et donc, notamment, pratiquer une activité sportive quand on a une arthrite psoriasique sévère, ce n'est pas toujours évident. Cette arthrite psoriasique est présente quand même chez 25 à 30% des patients psoriasiques.
Elle est malheureusement largement sous-diagnostiquée parce que souvent, un patient qui a un psoriasis et qui a des douleurs articulaires, bon, on l'étiquette d'arthrose et il n'y a pas souvent de bilan qui qui est réalisé systématiquement, mais ces patients souffrent, comme vous voyez, le chiffre est assez haut, hein, donc 25 à 30% des patients qui ont du pso ont une atteinte articulaire qui mériterait d'être traitée. Alors, dans 60 à 80% des cas, c'est la peau qui est atteinte, puis quelques années plus tard, les articulations vont également être atteintes aussi. Dans 15 à 20% des cas, c'est d'abord l'articulation et puis on commence à voir des stigmates au niveau cutané. Ce qui est plus rare, c'est d'avoir simultanément une atteinte dermatologique et une atteinte articulaire. Alors, plein de sondages, encore une fois, plein d'études qui ont été menées et qui montrent quand même le bénéfice d'une activité physique quand on souffre de psoriasis. Ici, c'est une étude américaine qui a suivi 86 000 femmes sur une période de 14 ans. Donc, vous voyez, c'est quand même un chiffre conséquent sur une longue période. Et c'était des femmes toutes confondues, peu importe les antécédents, l'historique de ces patientes. Et un des aspects qui a été étudié, c'est de voir quel était le pourcentage de patientes qui avaient développé la pathologie, le psoriasis. Et donc, cette étude a montré que les patientes qui avaient une activité physique vigoureuse, qu'est-ce qu'on entend par activité physique vigoureuse? C'est-à-dire au moins 1h30 de sport par semaine, donc ça pouvait être de la course ou de la natation, etc. Et que ces patientes qui s'adonnaient à une activité assez régulière avaient un risque diminué de 20 à 30% de développer du psoriasis. Donc cette étude n'était pas visée pour étudier la prévalence du psoriasis chez ces patientes, mais d'autres pathologies ont été étudiées. Mais on voit quand même un impact bénéfique de l'activité sportive sur la survenue du psoriasis dans cette cohorte-ci. Alors, quand on a du psoriasis, qu'est-ce qu'on peut conseiller comme sport? C'est vrai que les sports en collectivité sont plutôt à privilégier. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec l'épidémie de coronavirus, donc les activités de groupe sont bannies pour le moment, mais pourquoi une activité sportive en collectivité est à conseiller? Pourquoi? Parce que le patient qui souffre de psoriasis avec ses plaques se sent souvent isolé. Le fait d'être en groupe, ça permet de plus motiver le patient, de lui donner aussi la possibilité de se sentir moins seul et donc moins de gêne. Et donc, clairement, les patients qui font une activité en groupe vont être beaucoup plus motivés à continuer l'activité sportive que le patient qui n'ose pas aller tout seul ou entrer dans une salle de sport. Alors, il faut plutôt éviter les sports où il y a un frottement au niveau de la peau, par exemple, toutes les activités, surtout quand le patient a des plaques fort actives. Les patients, par exemple, qui ont un traitement, qui n'ont plus de plaques, peuvent pratiquer toutes les activités sportives qu'ils veulent, mais ceux qui ont encore des plaques fort actives et qui veulent quand même s'essayer à l'activité physique, évitez vraiment les sports de contact où on peut risquer de blesser la peau parce que la peau d'un patient psoriasique a une caractéristique qu'on appelle le phénomène de Koebner, c'est-à-dire quand on blesse ou qu'on frotte la peau du patient, il peut développer des plaques de psoriasis là où il y a eu le traumatisme. Et donc, certains sports avec des combinaisons serrantes, etc., peuvent favoriser le développement de plaques. Donc, plutôt éviter ce type de sport, mais favoriser surtout la marche, par exemple, monter les escaliers, tout simplement, la course, le jogging. Alors, c'est vraiment à pratiquer, le patient doit pratiquer ça selon son rythme, petit à petit. Le yoga, les sports où il y a beaucoup de stretching, de détente musculaire, etc., ce sont vraiment des sports qui sont très bénéfiques pour des maladies chroniques, mais qui apportent surtout un bien-être aux patients, ce qui permet aussi d'activer toutes les voies immunitaires qui peuvent avoir un impact positif sur la résolution de la maladie. Ce qui est important aussi quand on a du psoriasis et qu'on veut s'adonner une activité sportive, c'est de travailler à son rythme et de progresser petit à petit. Alors, quand on fait l'activité sportive et qu'on a des plaques, préférez plutôt des vêtements amples, pas des vêtements, des combinaisons très serrantes. Évitez les vêtements en composition de polyester, plutôt des tenues en coton qui seront moins irritantes pour votre peau.
bien hydrater la peau avant la séance de sport. Par exemple, si vous devez aller dans une salle de sport et que vous vous sentez gêné, c'est vrai parfois que d'en parler aux responsables de la salle de sport, ça permet déjà de rassurer, de se rassurer soi-même, mais aussi de rassurer la personne sur le caractère non contagieux de la maladie, car malheureusement, beaucoup encore à l'heure actuelle pensent que le psoriasis est une maladie contagieuse, et parfois le fait d'en parler, ça permet vraiment de vous libérer, et ça permet aussi aux personnes à ces responsables de salles de sport ou à d'autres participants de comprendre que c'est une pathologie qui n'est pas contagieuse. Quand on a une atteinte articulaire, donc une arthrite psoriasique qui est associée à l'atteinte cutanée, là, il faut plutôt privilégier des sports doux. Alors, il faut travailler en collaboration avec votre rhumatologue et le kiné qui adapteront pour vous des programmes plus, plus adaptés, avec moins de chocs sur vos articulations. Donc, quand on souffre de psoriasis, on peut pratiquer une activité sportive en respectant certaines règles, et il est plus que conseillé de pratiquer cette activité sportive pour éviter les complications dont on vient de parler précédemment. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Mais voilà, je voudrais vraiment, par le biais de cette session aujourd'hui, vraiment motiver les patients à s'adonner à cette activité sportive et ne pas avoir honte. Parfois, en parler permet vraiment de briser les barrières et permet aussi de vous aider à mieux vous sentir dans votre peau et ne plus vous sentir gêné ou stigmatisé par cette pathologie. Merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, il y a des tas de questions qui se posent, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a moyen effectivement de vivre plus ou moins correctement malgré ces pathologies qui sont quand même très invalidantes. Alors moi, j'avais une première question. Arthrite psoriasique et rhumatisme psoriasique, c'est bien la même chose. Donc dans la Exactement, maladie auto-immune, on parle de rhumatisme psoriasique, on est bien dans ce que vous appelez l'arthrite psoriasique. absolument, oui. Et au niveau de, est-ce qu'il y a des différences? Vous dites que souvent ça commence effectivement par des douleurs articulaires avant que ça ne commence par les problèmes de psoriasis, donc c'est effectivement moins évident de faire le diagnostic. Mhm. Est-ce que dans ces douleurs articulaires, elles ont des particularités par rapport, par exemple, à une arthrose simple? Est-ce que, je veux dire, par exemple, des raideurs matinales, est-ce que des douleurs qui ne seraient pas calmées par le repos, des choses comme ça, est-ce qu'on pourrait faire un diagnostic déjà juste sur le type d'articulation touchée et le type de douleur? Oui, c'est vrai qu'il y a des petites distinctions déjà cliniques qui peuvent vous orienter. Souvent, ces douleurs articulaires peuvent toucher la colonne. Donc, c'est des patients qui ont vraiment une espèce de sensation de raideur dans le bas du dos. C'est des douleurs assez importantes, assez inflammatoires, où le patient se lève le matin avec une douleur intense et doit attendre quand même quelques heures avant que cela passe. Ça ne répond pas super bien aux anti-inflammatoires. D'autres patients ont des gonflements au niveau des articulations, suivant les articulations des mains. Ça peut être aussi les articulations des pieds, avec vraiment des sensations d'inflammation interne que les patients nous décrivent en consultation. Donc, quand on a un psoriasis et qu'on a une atteinte articulaire, je dis toujours à mes patients, bon, moi je le pose, je suis dermatologue et non rhumato, mais je pose systématiquement cette question à mes patients. Et en cas de doute, j'oriente mes patients chez le rhumatologue qui fera une imagerie, une radiographie, etc., qui permettent vraiment de confirmer. Parce que c'est vrai que parfois l'arthrose est on peut avoir de l'arthrose et de l'arthrite psoriasique associée, ce qui rend le tableau compliqué. Mais quand on a des douleurs vraiment à caractère inflammatoire très présentes, qui ne répondent pas bien aux anti-inflammatoires, il faut penser quand même à ce diagnostic d'arthrite psoriasique. Ok. Alors, une autre question très intéressante, c'est quel est le rôle de l'alimentation sur les crises sur le psoriasis et sur les crises de plaques?
Alors, il y a pas mal de petites études qui ont étudié cette problématique-là. Et donc, moi, dans ma patientèle, j'ai beaucoup de patients qui ont pratiqué certains régimes et qui ont vu un effet bénéfique sur le psoriasis. C'est vrai qu'il n'y a pas de recommandations scientifiques, evidence-based qu'on peut conseiller à nos patients, mais par exemple, des régimes sans gluten, des régimes sans lactose. Bon, le gluten est connu comme étant un pro-inflammatoire, même dans les maladies chroniques du tube digestif. Donc, faire des régimes de ce type-là peut être associé à un effet bénéfique sur le psoriasis. Malheureusement, ce type de régime est quand même à continuer à respecter de façon drastique, et au moindre arrêt, on revoit une récidive des plaques. Donc oui, il y a chez certains, pas chez tous, hein, mais chez beaucoup de patients quand même, on voit qu'il y a un lien avec certains aliments. Ok. Et dans les autres traitements, évidemment, il y a une différence entre le traitement local du psoriasis en lui-même et puis le traitement quand il s'agit d'une maladie auto-immune comme l'arthrite psoriasique. Mais est-ce que ce type de traitement, qui est parfois lourd, je pense aux immunosuppresseurs ou à des choses comme ça, peut influer sur effectivement le sport que fait le patient et le limiter dans ce sport, en ce sens qu'il doit faire attention de ne pas choper une infection ou, Alors heureusement, en tant que dermato, on a la chance d'avoir plein de nouvelles biothérapies qui sont vraiment des thérapies de plus en plus ciblées avec un risque d'effet secondaire quasiment nul. Donc au tout début, les premières classes de biothérapie étaient les anti-TNF, qui sont quand même des molécules immunosuppressives qui vous exposent à un risque infectieux, mais avec les molécules plus récentes, par exemple les anti-IL-23, les anti-IL-17, ce risque infectieux est beaucoup moins présent, donc il n'y en a pas plus que dans la population générale ou par rapport à un traitement comme un méthotrexate ou une cyclosporine, qui sont des traitements plus anciens. Donc, au contraire, non, ces traitements-là, ces nouvelles biothérapies permettent de traiter aussi bien l'atteinte rhumato que l'atteinte cutanée, ce qui permet aux patients d'avoir une vie quasiment normale. Et ça, c'est la grande chance qu'on a en tant que dermato, c'est de pouvoir clairement améliorer la qualité de vie de nos patients avec ces nouvelles biothérapies. Ça fait peur parce que le mot biothérapie, immunosuppresseur, etc., nous renvoie à des notions, à un risque infectieux, etc. Mais avec les nouvelles biothérapies qu'on a actuellement, ce risque est moins, donc le patient peut vivre tout à fait normalement. Et pour parler des biothérapies et du risque infectieux, par exemple, dans la nouvelle génération de biothérapies, notamment les anti-L23, on a un effet protecteur sur des infections par coronavirus, par exemple. Donc, les patients qui sont sous ces biothérapies-là font des réactions beaucoup moins sévères si jamais ils contractent l'infection à SARS-CoV-2. Donc, moi, je suis plutôt rassurée avec de prescrire ces nouvelles générations de biothérapie. ah ben comme quoi, à tout malheur, quelque chose est bon. Exact. J'avais une petite dernière question. On me parle de cours en ligne possibles. Je suppose que c'est des gens qui n'ont pas envie de, malgré tout, à cause de leur pathologie et leur gène, ne pas pouvoir se montrer tel quel. Est-ce qu'il y a quand même des possibilités pour eux de pouvoir faire des cours de sport en ligne ou Oui, alors pour une atteinte purement dermato, il n'y a pas vraiment de cours disponibles à l'heure actuelle, mais par contre pour les atteintes rhumatismales, quand on a une atteinte articulaire, les kinés ont développé des cours en ligne pour les patients, et donc ce sont des cours en ligne qui vous donnent des conseils pour faire des activités sportives tout simplement chez vous, avec des petits trucs et astuces, par exemple monter les escaliers, avec des choses que vous pouvez faire chez vous. Donc oui, ça existe dans le cadre de la rhumatologie, donc il y a plein de programmes. Les patients peuvent me contacter, je pourrais les réorienter, qui ont été initiés par des kinés. En dermato, quand il y a une atteinte purement dermato, là, il n'y a pas vraiment encore de cours en ligne, mais là, à ce moment-là, le patient, quand il n'a une atteinte que dermatologique, quelque part, peut faire toute l'activité qu'il veut en respectant les petites choses dont on a parlé dans la présentation, donc pas de vêtements frottants, éviter le polyester, etc. Mais il peut bien évidemment les cours en ligne sont une option pour les patients qui n'osent pas se montrer, mais
Voilà, mais moi, en dehors de l'épidémie, je pense qu'il faut quand même privilégier les sports de collectivité parce qu'on voit clairement un bénéfice sur le bien-être du patient, et un patient qui s'adonne à une activité sportive, ben déjà, il a plus confiance en lui, ce qui est super important dans ces pathologies chroniques. C'est un effet bénéfique chez les patients qui avaient un état dépressif, et le fait d'être en collectivité et de voir d'autres personnes, ça ne peut être que bénéfique. On peut faire une activité en ligne, mais ça voilà, j'aurais tendance plus à privilégier le présentiel quand ce sera possible. D'inciter au présentiel. Oui. J'ai encore pas mal de questions sur les traitements. Je vois ici, quels conseils donnez-vous aux patients atteints de psoriasis qui sont des consommateurs excessifs de traitements à base de cortisone? Cortisone appliqué ou par voie Je orale? présume, oui, puisque là, on parle effectivement enfin, peut-être les 2, hein, peut-être qu'il y en a qui qui abusent de cortisone aussi féroce, mais Bon, la cortisone péros, nous, on ne le donne pas évidemment pour le psoriasis. On en prescrit quand c'est des plaques assez limitées. Maintenant, bon, la cortisone reste une molécule efficace quand on a une grosse poussée, quand on a de grosses plaques rouges, mais une cortisone utilisé sur de longues périodes peut avoir des effets néfastes au niveau de la peau. Donc, vous allez avoir une peau un peu plus fine, vous pouvez faire des hématomes un peu plus facilement, vous pouvez vous blesser plus facilement, la peau cicatrisera moins bien. Donc, si vous avez un psoriasis étendu et que vous appliquez une cortisone depuis plusieurs années, c'est qu'il faut revoir avec votre dermatologue d'autres traitements, parce qu'on ne peut pas continuer ad vitam aeternam les corticoïdes locaux, sauf si vous avez une ou deux plaques sur le corps, ok, mais on a des équivalents aussi aux corticoïdes. Mais quand vous avez un psoriasis étendu, à l'heure actuelle, il y a plein d'autres traitements qu'on pourrait vous proposer qui vous éviteraient ces effets néfastes de cette cortisone appliquée au long terme. oui, c'est ça. Moi, j'ai vu en tant que médecin généraliste sortir récemment des nouveaux traitements sur le psoriasis qui ont l'air assez efficaces et qui sont assez bien tolérés sous forme de spray ou de mousse. Vous pouvez nous en Absolument. dire plus, oui? Par Et exemple, pour là-dedans, il n'y a pas rester. de cortisone, en fait. Oui, non, il y a des dérivés de vitamine D. Alors, c'est vrai que ça fonctionne peut-être plus lentement qu'un corticoïde qui, lui, est très, très vite fonctionnel. Donc, les corticoïdes peuvent être utilisés de façon intelligente très ponctuellement pendant une semaine, 2 semaines, et après prendre le relais avec des crèmes à base de vitamine A ou enfin, des dérivés de vitamine D qui, eux, peuvent être appliqués au long cours sans ces effets secondaires-là. Donc, oui, il y a un relais à la cortisone qui doit être fait. Donc, la cortisone ne doit certainement pas être utilisée tous les jours, et surtout éviter des zones comme le visage, parce que là, ça peut vous générer de l'acné ou d'autres types de problèmes. Et toujours dans les thérapies, est-ce qu'il y a moyen de passer directement aux thérapies innovantes sans passer par la case immunosuppresseur ou cyclosporine? Je pense que là, il y a une Ça, ce grande serait notre grand rêve en tant que dermato. Malheureusement, on est tenu de respecter certains critères de remboursement, c'est-à-dire qu'avant d'accéder à une biothérapie, il faut évidemment avoir un psoriasis étendu. Donc, on ne peut pas prescrire une biothérapie quand on a une plaque au niveau du coude ou une plaque au niveau de la main. Il faut qu'il y ait quand même une atteinte importante. Il faut que le patient ait eu des UV. Donc, les UV font partie des traitements du psoriasis. Il faut que le patient ait eu du méthotrexate, et il faut que le patient ait eu de la cyclosporine, qui sont deux traitements immunosuppresseurs. Alors, ce sont des traitements qui peuvent également donner un bon résultat, mais qu'on ne peut pas continuer sur le long terme, contrairement à la biothérapie. Par contre, si le patient est intolérant à l'une ou l'autre, donc ça peut se justifier plus facilement pour accéder un peu plus rapidement à la biothérapie. Mais je l'espère de tout cœur que d'ici quelques années, on pourra proposer directement une biothérapie qui est beaucoup plus sécure, enfin, où on se sent plus à l'aise de vous prescrire une biothérapie qu'un traitement comme un néoral, etc., qui peut avoir des effets immunosuppresseurs assez importants. OK, donc ça reste encore aujourd'hui un passage obligé.